à tous et merci à notre invité Pierre Hillard de nous consacrer du temps dans le cadre de notre interview Street Reporters. Comme tous nos autres invités, Pierre Hillard, une présentation s'impose, n'est-ce pas? Alors vous êtes essayiste français, docteur en sciences politiques, c'est bien cela. Voilà. Vous êtes également auteur de plusieurs ouvrages, dont notamment celui que nous voyons juste à côté de vous, Des origines du mondialisme à la grande réinitialisation, qui fera d'ailleurs l'objet de cette interview. Vous avez également écrit de nombreux articles. Alors, Pierre Hillard, je vous propose de vous poser quelques questions pendant cette interview sur votre livre, essentiellement, afin d'avoir votre point de vue sur certains sujets qui sont aussi des sujets d'actualité et de profiter de vos connaissances et de nous donner aussi quelques clés de réflexion. Vous êtes prêts? Je suis prêt. Alors, Alea iacta est, comme on dit en belge. voilà. Alors, ce que je vous propose, c'est de commencer avec un sujet qui nous tient à cœur et bien sûr à beaucoup de gens aussi, c'est le sujet des enfants. Et dans votre livre, vous abordez un extrait de la Genèse qui parle des enfants à l'époque de Sodome et Gomorrhe. Les enfants voulaient participer à des actes sexuels avec des hôtes. Est-ce qu'il y a une volonté aujourd'hui de pervertir les enfants comme à l'époque de Sodome et Gomorrhe? Et je pense notamment, alors des sujets qui sont là pour le coup d'actualité, tout ce qui est l'hypersexualisation des enfants, la promotion des LGBT, etc. Qu'en pensez-vous? Ben oui, effectivement, aujourd'hui on vit une époque où on veut salir l'âme enfantine et on veut sexualiser vraiment le plus tôt possible des enfants. Et malheureusement, on y arrive parfaitement puisque ne serait-ce que les publicités dans la rue, mais l'école favorise cela. Donc, le but, c'est de salir l'enfant. Et l'enfant n'a pas à savoir certaines choses parce que tout simplement, mentalement, physiquement, il ne peut pas concevoir certains éléments de la sexualité. Donc, par conséquent, il ne faut pas en parler. Il faut conserver une innocence. Et voyez-vous, j'ai eu l'occasion d'en parler, il y a les livres de la comtesse de Ségur pour les enfants. Il faut les lire quand on est enfant, mais il faut aussi les lire quand on est adulte, parce que là, on voit l'auteur, la manière de raconter des histoires pour enfants, donc la psychologie de cette comtesse de Ségur, qui était une Russe à l'origine, Rostopchine, je prononce mal son nom, dont le père a joué un rôle durant les guerres de Napoléon, l'incendie de Moscou. Et vous avez dans ces livres de la comtesse de Ségur, Les bons enfants, Jean qui rit et Jean qui grogne, Le général d'Ourakine, Les malheurs de Sophie. Et ce que montre la comtesse de Ségur, c'est d'abord comment éduquer les enfants et conserver leur innocence, une fraîcheur. Et une fraîcheur enfantine qui malheureusement disparaît de plus en plus. Et tous les moyens actuels, avec tout ce qui est transgenre, on veut procéder à des mutilations, pour moi, du corps des enfants. Bon, la finalité, en fait, c'est de pervertir les âmes, et quand vous réussissez cela, eh bien, vous détruisez l'être humain en lui-même. Vous savez, il y a un élément révélateur, je crois que c'est le journal Le Monde. Vous voyez la référence, ô combien classique. Il y a un an ou deux, vous avez eu un article sur les non-binaires. Donc, là, ce ne sont pas les enfants, mais finalement, ce sont des gens, vous allez voir, qui ont été touchés durant leur enfance pour arriver à ce stade-là. Et le sondage du journal Le Monde montrait que 22% des personnes âgées entre 18 et 30 ans ne se sentaient pas hommes, pas femmes, dans leur tête. Donc, quand vous avez ce chiffre-là de 22%, je crois que c'est 22%, ça a toujours existé, les non-binaires, mais c'était 0,1% autrefois, ou allez, 1%, chiffre arrondi, mais encore 22%. Et là, vous voyez le dérèglement. Donc déjà, ça montre que ces jeunes adultes, entre 18 et 30 ans, ont été marqués de leur enfance par l'école, la vie de tous les jours, des parents déjà pas très nets, bref, l'accumulation, la télévision, etc. Et donc tous ces éléments ont perverti, ce qui fait que, c'est simple, ces enfants à l'esprit tordu font des adultes à l'esprit tordu, et l'élément révélateur, c'est que ces personnes-là d'aujourd'hui, pour la plupart, ont été incapables de faire la guerre de 14-18. Pour les hommes dans les tranchées et les femmes qui étaient dans les usines ou dans les champs à pousser la charrue, c'était à l'époque des hommes et des femmes. Et aujourd'hui,
voilà. Alors, Plus rien. tout à l'heure, vous parliez justement de la mutilation des corps des enfants. Et c'est vrai qu'on voit de plus en plus de législation ou de projets de loi favorables au changement de sexe, et ça dès le plus jeune âge, notamment et essentiellement dans le monde occidental. Il y a là un sacrifice physique, mais est-ce que l'on peut parler aussi de sacrifice spirituel? Alors, sacrifice physique, oui, puisque c'est une mutilation et puis c'est irréversible. Dans le cadre sacrifice spirituel, alors, en faisant court, le but, c'est de détruire le genre humain, de l'avilir, de le dégrader. Et le sacrifice humain, sacrifice spirituel, le terme, il est valable dans le christianisme, dans le catholicisme, ce qu'on appelle le sacrifice expiatoire, la messe où le prêtre transforme, quand on est catholique, on y croit, le pain et le vin en corps et sang du Christ. C'est un sacrifice expiatoire qui n'existe pas dans les autres religions. Et l'objectif d'aujourd'hui, c'est d'aboutir à un sacrifice des esprits, c'est-à-dire qu'on les pervertit, et la finalité de la finalité, c'est le sacrifice des corps, soit par des maladies, soit par la stérilisation, mutilation aussi, et aboutir au fait que l'humanité n'arrive plus à se reproduire et à produire des hommes et des femmes, hommes et femmes sains de corps et d'esprit. Donc finalement, c'est une dégradation du genre humain et qui conduira, si on va jusqu'au bout de cette logique perverse, à son anéantissement. Alors toujours en restant un peu sur les sujets un peu spirituels, et notamment là récemment il y a eu un article qui est sorti qui parlait effectivement de la statue de la Vierge sur l'île de Ré. Je ne sais pas si vous avez eu vent de cet article. Oui. Il y a là une destruction des symboles de l'Église. Est-ce que c'est une réelle volonté pour vous de détruire tout ce patrimoine culturel et spirituel de l'Église en France? Oui, mais le processus a été lancé en 1789. Oui. Là, on a les conséquences, déjà une population complètement déchristianisée en France et partout en Europe, mais en fait, le programme il a été lancé par la Révolution de 89, et on a tout le programme de la Révolution grâce à ce révolutionnaire qui s'appelle Klotz, Marc-Atis Klotz. Alors pour information, à cause de vous, je suis obligé de le dire, j'ai eu le privilège de faire une longue préface pour un livre de Klotz, enfin les 2 livres de Klotz sur la République du genre humain et la République universelle, qui est la formule actuelle, enfin formule pour dire gouvernance mondiale, ouvrage qui avait été tronqué, parce qu'il y avait des passages désagréables et donc ça avait été supprimé. Et ces 2 livres ont été repris dans leur totalité grâce aux archives de Gallica et publiés aux éditions Mia Veritas. Et on a tout le programme de gouvernance mondiale, République universelle, de déchristianisation, avec disparition de la Sainte Trinité, du prêtre, et la volonté de mettre en place une gouvernance mondiale, République universelle, d'une manière technocratique, en 1000 cases départementales. Comme au début, en 89, la France était en département, mais en carré. Mais pour des raisons d'ordre pratique, géographique, montagne, ils ont été obligés d'arrondir et faire les départements. Et donc c'est une vision technocratique d'un homme indifférencié. Donc on revient un peu au début de ce que vous disiez. C'est-à-dire que homme-femme, qu'on habite Clermont-Ferrand, Strasbourg, Brest, les différences ethniques, parce que breton, celte et germanique pour l'Alsace, eh bien tout est arasé, uniformisé. Et le programme de Klotz, le programme en fait qui est le reflet à la Révolution de 89, c'est d'aboutir à un monde au même tonneau, 1000 cases départementales d'un point de vue politique. Et donc pour cela, il faut favoriser le mélange des populations, l'immigration, le mot français doit disparaître. Et il s'appuie entre autres sur la Kabbale, qui est l'interprétation ésotérique du judaïsme talmudique, pour favoriser la métempsychose, la migration des âmes, qui dans la Kabbale s'appelle le Gilgul ou Gilgul. Bon, voilà. Donc en fait, ce qu'on voit aujourd'hui, l'île de Ré, la Sainte Vierge, la statue de la Sainte Vierge, vous savez, vous avez eu la séparation de l'Église et de l'État en 1905, c'était le même processus. Mais là, maintenant, on est arrivé en roue libre. L'incendie de Notre-Dame en 2019, on n'a toujours pas trouvé la cause de l'incendie. Enfin, à ma connaissance, ça m'a échappé, on ne connaît toujours pas les causes. Là où les causes, bon, en fait, c'est une volonté de détruire les monuments religieux, ce qui fait l'âme de la France, et de détruire les esprits
qui avant étaient chrétiens avec leurs qualités défauts, mais il y avait une civilisation française, italienne, espagnole, pareil. Et là, on arrive, j'allais dire, au bout du bout. La Révolution de 89, avec Vatican II, il ne faut pas oublier Vatican II, qui a aussi un fantastique accélérateur de la déchristianisation. La finalité de 89, c'est son logiciel, c'est de détruire le monde issu de la révélation depuis 2000 ans. Et ça a été accompagné et soutenu par Vatican II. Et j'en ai parlé, Vatican II est, comme disait Benoît XVI, à l'époque il était évêque ou cardinal, il a eu l'audace de dire que Vatican II était formidable, extraordinaire, alors que c'est un échec complet. Et il a dit cette chose tout à fait juste. Il a dit que Vatican II, c'était une tentative de mettre au même niveau l'Église avec le monde issu de 1789. Et c'est très vrai ce qu'il dit, mais c'est absolument pas normal puisque les principes de 89 sont anticatholiques. Donc j'espère qu'il s'est repenti de cela. On l'espère aussi. Alors, nous pouvons faire un lien entre le messianisme sur la notion de paradis sur terre et le discours de Klaus Schwab, dans lequel il indique vouloir apporter des vies meilleures. Klaus Schwab parle également de quatrième révolution industrielle, ce qui sous-entend révolution technologique et numérique, avec notamment l'intelligence artificielle. Il souhaite y intégrer pleinement la nouvelle génération par le biais d'une cohésion sociale de justice et d'égalité. N'est-ce pas lui d'ailleurs, le point de bascule vers ce nouvel ordre mondial? N'a-t-il pas réussi à fédérer toutes les nations à sa vision? Alors, pour faire court, Klaus Schwab, dans mon livre Des origines du mondialisme, il y a une photo en couleur d'un entretien de Klaus Schwab chez lui. Et en arrière-fond, il y a donc sa bibliothèque avec un buste. Le buste de Lénine. Donc ça résume la situation. Lénine, donc esprit antéchrétien, collectivisme, héritier de 1789, je rappelle, cet élément révélateur, que lorsque Lénine est arrivé à Pétrograd en 1917, il y a eu un orchestre bolchevique pour l'accueillir et pour lui jouer quel morceau de musique? La Marseillaise. Ce qui est logique puisque 89 est la référence absolue. Et donc Schwab est dans cette lignée collectivisme, destruction du genre humain, différenciation des sexes, et une humanité réduite en esclavage via le transhumanisme, via le puçage, et une élite qui contrôle tout ça. Et il faut savoir que pour Klaus Schwab, son mentor, et j'utilise le mot qu'il a utilisé lui-même en 2015, lors de la disparition de cet homme-là, c'est un Canadien qui s'appelait Maurice Strong, et qui faisait d'ailleurs partie du Forum de Davos. Et quand il est mort en 2015, Schwab s'est fendu d'un article en parlant de Maurice Strong comme un autre extraordinaire, mon mentor. Donc vous voyez la hiérarchie. Et Maurice Strong était un Canadien qui travaillait dans le pétrole et qui a, en liaison avec des organismes financiers immenses, enfin des relais immenses, pondu un document qui s'appelle la Charte de la Terre, qui est le document, la Magna Carta pour gérer le monde, un monde à la Klaus Schwab, un monde collectiviste, un monde où l'esprit de la nature prend le dessus, Gaïa, déesse mère, etc. Et d'ailleurs, ça a été repris par l'Église, qui a, je ne sais plus, c'est un timbre, une pièce de monnaie qui représente une femme enceinte, et le ventre arrondi, c'est la terre. Donc vous voyez comme Vatican II accompagne les projets de Schwab. Et je dis ça parce que Maurice Strong compare ce document, la Charte de la Terre, comme un document comparable aux 10 commandements ou la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc tout ça, il l'a fait en liaison avec des organismes internationaux. Et ce document qui est chargé de gérer cette humanité, en précisant après qu'il y a ensuite des rivalités internes au sein des factions mondialistes, ça on en parlera, c'est que ce document a été mis tel un joyau sans prix, non pas dans un meuble Ikea, mais dans un meuble qui est la réplique, ou qui ressemble étrangement, et j'ai mis les photos en couleur dans mon bouquin, ressemble étrangement à l'Arche d'Alliance du roi David. Alors ce document d'ailleurs, qui a été mis dans la Charte de la Terre, qui a été mis dans ce meuble s'appelle l'Arche de l'Espoir, et il ressemble énormément à l'Arche d'Alliance du roi David. En fait, dans leur objectif à eux, assez mondialiste, et Klaus Schwab et consorts, ou Harari,
ce cher homme qui est, je mets cher homme, qui est épouvantable, enfin bon, épouvantable. Il faut revenir à la situation avant la révélation. C'est-à-dire qu'il faut effacer le monde issu du christianisme, issu de la reconnaissance du Christ comme le Fils de Dieu incarné. Je sais que c'est un point capital, parce que là, je m'adresse à des convictions diverses, gens athées, cathos-protestants, bouddhistes, tout ce que vous voulez. En fait, quand on veut comprendre quelque chose, il ne faut pas le comprendre en fonction de son désir personnel, il faut aller vers l'autre et comprendre qu'est-ce qu'il veut, quels sont ses points de référence. Voyez-vous, dans certains milieux de la dissidence, certains vont parler avec passion de l'importance du droit, d'autres de l'armée, d'autres de l'économie, d'autres de la finance. Mais que ce soit droit, armée, finance, etc., ce ne sont que des outils. Le droit est un outil, l'armée est un outil, le GIGN est un outil de luxe, la finance est un outil. Et ce ne sont que des outils pour, en fait, cibler un but supérieur, un monde unifié, collectiviste, indifférencié, une humanité réduite en esclavage, une élite qui verrouille tout ça. Et l'objectif, c'est donc, et c'est révélateur, ce document, la Charte de la Terre, dans ce meuble, l'Arche de l'Espoir, qui donc ressemble à l'Arche de l'Alliance, il faut revenir à la situation d'avant le Christ. Et ça me fait toujours penser à ce clip qu'on peut voir de la chanson de ce très bon chanteur, et une très bonne chanson de Michel Berger, Le paradis blanc. Recommencer là où le monde a commencé, comme avant. Et quand on regarde le clip de la chanson de Michel Berger, Le paradis blanc, à un moment donné, on voit une sorte d'escalier ou échelle de Jacob, et sur un sofa, un canapé, un homme, un vieillard digne, qui ressemble un peu à un rabbin. Et en fait, dans cette volonté mondialiste messianique, il faut revenir à la source, détruire le monde, d'avant, enfin le monde jusqu'à la révélation, rétablir un monde désinfecté de ces kélipotes, c'est-à-dire les impuretés selon la morale kabbalistique. Alors merci pour ces explications que vous venez de nous donner, qui sont très claires. Alors, quand on revient un peu à votre livre, vous parlez de deux factions juives rivales qui s'affrontent depuis des siècles pour contrôler le monde. Aujourd'hui, où sont les centres de pouvoir de ces deux factions? Et est-ce que vous pensez qu'il y a une faction qui l'emporte sur l'autre? Alors, en fait, là, je vous parle de mon livre Sionisme et mondialisme aux éditions Nouvelle Terre, où c'est en deux parties. Première partie, c'est une super note de synthèse des carnets complets de Theodor Herzl, le fondateur du sionisme. Deuxième partie, les relations entre nazis et sionistes, avec la mise en place d'un accord, l'accord La Havara, transfert, durant l'été 1933, pour permettre un flux contrôlé de juifs germanophones de l'Allemagne vers la Palestine, à l'époque sous mandat britannique. Et pourquoi je vous parle de Theodor Herzl? Parce que Theodor Herzl, d'abord, ses carnets complets sont absolument passionnants, extraordinaires. Theodor Herzl, qu'on soit pour ou contre lui, est un homme hors norme, quand même extraordinaire lorsqu'il écrit lors du premier congrès de Bâle en 1897. À Bâle, j'ai fondé l'État juif. Certains riraient ou souriraient à de telles affirmations. Dans un an peut-être, dans 50 ans sûrement, la chose se fera. Ben, ça n'a pas été 50 ans, c'est 51 ans, 1948, création de l'État d'Israël. Hors norme, le bonhomme. Alors, en fait, pourquoi je vous dis ça? Parce que quand on étudie l'histoire du judaïsme talmudique, c'est-à-dire le Talmud qui est la nouvelle religion juive élaborée entre 100 et 500 après Jésus-Christ, qui n'a plus rien à voir avec le mosaïsme de Moïse et les autres, et parachevé par le Christ, le Talmud de Babylone et de Jérusalem, vous avez eu des factions. Suite à la destruction du temple à Jérusalem en 70 par les troupes romaines de Titus, vous avez eu des factions, une faction qui partait du principe que le rétablissement de la gloire d'Israël, de son temple, etc., ne pouvait se faire que par un acte divin. Et puis vous avez une autre faction qui disait qu'en gros, les Juifs devaient mettre la main à la pâte et forcer la main et faire en sorte que les hommes s'activent pour favoriser la création de l'État d'Israël. Et en fait, vous avez eu donc des bagarres au cours des siècles entre ces factions.
Et Herzl appartenait, dans l'approche du mondialisme au XIXe siècle, à cette faction qui voulait créer l'État d'Israël. Et je vous ai dit que la première réunion du congrès sioniste en Suisse, à Bâle, mais en fait, ce qu'on ne sait pas, c'est que cette première réunion du congrès sioniste aurait dû se produire en Allemagne, à Munich. Et la chose ne s'est pas faite. Pourquoi? Parce que les juifs allemands, et en particulier bavarois, enfin les rabbins de l'époque, appartenaient à cette faction qui disait qu'il n'y avait que Dieu pour établir d'une manière divine, surnaturelle, l'État juif, et donc se sont opposés violemment à Herzl et à ses collaborateurs, Nordau et bien d'autres. Et donc, Herzl a été obligé de battre en retraite et de choisir une autre ville d'accueil, Bâle. Donc on a, en fait, depuis cette époque, depuis Titus, donc 70 après Jésus-Christ, cette bagarre entre factions, et selon les époques, il y en a une qui prend le dessus sur l'autre. Mais même au sein de ces factions, vous avez des rivalités internes et des soubassements, enfin bref, une poule n'y retrouverait pas ses poussins. Voilà. C'est bien dit. Alors, je vous propose maintenant de partir en Chine. Allons-y. Allons-y. Nous voyons que la Chine prend de plus en plus de poids dans l'échiquier mondial. Elle est également, comme on le sait tous, à la pointe de la surveillance de masse avec le crédit social et le traçage numérique. Pourrait-elle prendre les rênes du mondialisme en mettant de côté les questions messianiques et nous faire basculer dans un monde uniquement athée et matérialiste? Alors, la Chine communiste, en fait, ultramatérialiste, je ne vous apprends rien, est à la pointe, effectivement, du mondialisme. Alors, il faut rappeler que, bon, la Chine a intégré l'Organisation du commerce mondial. La Chine aussi a, comment dire, alors, vous avez eu à l'époque des années 70, Nixon, qui est allé en Chine, rencontrer Mao Tse-tung, et tout ça avec en arrière-fond Kissinger, pour en fait intégrer la Chine au commerce mondial, en fait faire de la Chine l'usine du monde. Et donc il y a eu un accord qui a été conclu, surtout après la mort de Mao Tse-tung en 1976, entre les élites chinoises et occidentales, en priorité anglo-saxonne, pour faire de la Chine l'usine du monde. Mais la Chine, c'est une très belle civilisation, l'empire du milieu, et avec le temps, ils ont considéré qu'ils ne pouvaient pas être les larbins, et peu à peu, cette Chine, les élites chinoises, ce sont, alors, certaines factions chinoises, parce que là aussi il y a des factions internes, en tout cas celle qui tient les rouages pour le moment, s'est rebellée pour faire en sorte que la Chine s'affirme elle-même et qu'elle n'ait pas à subir les desiderata du monde anglo-saxon. Bon. Surtout que les élites chinoises avaient mis en place le fameux Made in China 2025 qui consiste à vraiment favoriser au maximum le développement des techniques les plus importantes dans le domaine de la recherche, de la science, etc. Donc en fait, vous avez des bagarres internes entre ces milieux. Mais la Chine, en raison de son système communiste, athée, est malgré tout marquée par ce mondialisme, puisque c'est la recherche de la jouissance des biens de ce monde. Et donc, il n'y a pas, d'après ce que je sais, d'espérance messianique. Il n'y a pas la recherche d'un sacrifice expiatoire qui n'existe pas dans le communisme chinois, et même cette civilisation qui repose à la base sur Confucius, c'est plus un art de vivre qu'une religion. Donc en fait, les élites chinoises, de par leur action, conviennent tout à fait à l'esprit mondialiste, à la tendance matérialiste, athée et dépourvue de toute spiritualité, en opposition à d'autres branches mondialistes d'ordre spirituel, bénies de la gnose, de la kabbale, avec tous les degrés, les nuances, évidemment. Et là, c'est plutôt la Russie de Poutine. Voilà. Bon, écoutez, c'est très clair, merci. Alors, on parlait justement de tout ce qui était crédit social, traçage numérique. Finalement, est-ce que vous ne pensez pas que la monnaie numérique, le transhumanisme, l'intelligence artificielle et j'en passe, ne serait pas là le paradis sur Terre que recherchent tant justement les messianiques? Alors, pour faire un lien avec votre question précédente, je rappelle que tout ce qui est monnaie numérique, le pays qui a ouvert le bal, c'est la Chine. En février 2022, donc il y a un an de ça, avec le lancement d'un yuan numérique, alors qui pour le moment concerne une partie de la population. Et ce processus fait tache d'huile, puisque vous avez volonté de mettre une monnaie numérique avec un dollar numérique,
un euro numérique. Alors normalement, les études pour l'euro numérique doivent se terminer durant l'été 2023, s'ils n'ont pas changé d'avis. Et puis après, la mise en place progressive en 2024, 25, 26, alors là je ne sais pas, c'est eux c'est eux qui verront ça. Mais vous avez aussi la Russie qui a lancé un rouble numérique. La Russie de Poutine s'appuie aussi sur un rouble numérique qui est en cours d'élaboration. Donc en fait, toutes ces mesures-là sont mises en place pour, d'abord au service d'une élite, enfin d'élite au sein de chacun de ces pays. Et le problème, c'est que ces élites, soit de tendance spirituelle, soit de tendance matérialiste à la chinoise, se disputent entre elles dans deux choses. L'architecture de la gouvernance mondiale, unipolaire ou multipolaire, et le degré de spiritualité entre ceux qui sont pour un matérialisme de bas étage, primaire, et puis ceux qui veulent insuffler un idéal messianique d'espérance lié à la gnose, etc. Et là, vous avez des bagarres internes, et d'ailleurs c'est un peu le reflet de ce qui se passe actuellement, et même le reflet de beaucoup de choses, avec l'affaire ukrainienne. J'en profite pour le dire parce que l'affaire ukrainienne, en dehors de la bagarre donc, entre Russes et Ukrainiens, avec les Ukrainiens soutenus par le monde occidental, derrière ça, c'est en fait une bagarre sur la mise en forme de l'architecture planétaire, unipolaire ou multipolaire, comme le souhaitent Poutine et les Chinois, mais aussi la remise en question de la primauté du dollar. Dollar, normalement, qui est la monnaie d'échange depuis les accords de Bretton Woods en 1944, et cette monnaie dollar, qui sert dans les échanges entre le pétrodollar, et bien en face, les Russes et les Chinois veulent en faire, pardonnez-moi l'expression, du papier toilette, s'en débarrasser. Et vous avez en particulier cette volonté de voir en sorte que les pays se détournent du dollar. L'Arabie Saoudite et la Chine pour les transactions non plus en dollars, mais en monnaie yuan, un yuan dollar, un yuan pétrole, pardon. Pareil pour la Russie. Donc en fait, l'affaire ukrainienne, dans ces oppositions, c'est en fait une bagarre sur l'architecture et la monnaie qui va gérer tout ça. Et le dollar doit passer à l'encan. Et tout ça avec des idées messianiques plus ou moins développées en fonction des factions. J'ai une expression pour ça, c'est l'enfer divisé contre lui-même. C'est-à-dire que c'est un bouillon de culture avec des grumeaux. Alors, il faut choisir son grumeau. Voilà, il faut choisir son grumeau. C'est bien imagé, du coup. Alors, finalement, la prochaine question, alors, elle fait un peu la redite de ce que vous venez d'indiquer là. Et dans votre livre, vous le dites, depuis le contrôle de la City de Londres, la famille Rothschild tire les ficelles. Pensez-vous qu'elle finance également les forces d'opposition dans les différents pays afin d'avoir toujours un coup d'avance? Alors, bon, c'est un lieu commun de dire oui, les Rothschild jouent un immense rôle, ils financent. Soros, c'est un agent des Rothschild. Bon, mais disons que il y a un élément révélateur. Dans un de mes livres, dans Archives mondialistes, j'ai publié un document de l'agence Reuters de 2018. 2018, oui, ou début 2019, 2018-2019. En tout cas, avant l'affaire du Covid, qui est aussi un élément, un outil, qui était un outil et qui n'est pas fini, parce qu'il faut penser aussi à tout ce qui est monnaie numérique, mais portefeuille numérique. Ça peut-être, si on a le temps d'en parler, les fameux wallets, portefeuille, voilà. In French. C'est ça, exactement. In Frenchy. Vous préférez. Donc, toujours, encore francophone. On ne dit pas live, on dit en direct. Voilà. Ou fin de semaine, week-end. Enfin bon, bref. Le message est bien passé. Voilà, oui, in French. Bon, et oui, rappelez-moi votre question, pardon. Ah bah oui, du coup, c'était... Non, on parlait de la City de Rothschild, ah, oui, vous parliez de Soros. Voilà. Ah oui, Soros, qui est un agent du système. Et Reuters. Oui, voilà. Et en fait, le document de Reuters, c'était intéressant parce qu'il disait, donc 2018-19, tout juste avant l'affaire du Covid, que les Rothschild se débarrassaient de leurs activités fiduciaires et se recentraient. Donc ça annonçait en fait le bouleversement qu'allait apporter le Covid, puis ensuite l'affaire ukrainienne. Et ce document de l'agence Reuters se terminait par cette chose, j'allais dire, absolument incongrue, mais en même temps qui est un message pour les initiés. Et j'aurais peut-être le temps d'en citer un autre exemple. C'est que l'agence Reuters terminait par le point suivant, que les Rothschild avaient financé l'Angleterre dans sa bagarre contre Napoléon Ier.
Oui. C'est stabilisé par ça. Vous vous D'accord. rendez compte, on a un article de 2018-2019 qui disait oui, attention. Et c'est vrai, puisque, m'étant intéressé à la chose, les Rothschild, c'était, je crois, Nathan Rothschild, finançait, enfin, s'était adressé à Charles Herries, qui était le ministre de la guerre anglais, pour le financement des guerres l'Angleterre contre Napoléon Ier, mais aussi pour irriguer financièrement les Prussiens, Autrichiens, Russes, etc., contre Napoléon Ier. Donc, il faut vous dire que les Rothschild ont un CV, mais bon, béton. Mais voyez-vous, dans ces guerres messianiques, il y a un élément qu'il faut citer, et il faut des messages qu'on va voir au journal de 20 heures et qui font pas tilt. Et ça, je tiens à le dire. Vous avez eu, on est au mois de février 23, pardon, vous avez eu début février pour le 80. Oui, ça va faire 80 ans la fin de la bataille de Stalingrad. Poutine qui a participé aux célébrations à Stalingrad, enfin Volgograd maintenant, et ils ont inauguré une statue de Staline, qui est quand même un sacré bourreau, même chose que Mao Tse-tung, Hitler, enfin bref, bon. Et ça, c'est un message pour initier. Je fais un petit retour en arrière. Quand vous avez eu la révolution bolchevique de 1917, je rappelle qu'elle a été soutenue financièrement par les élites anglaises et américaines, et ça, il faut lire les travaux d'Anthony Sutton, qui a, entre autres, c'est aux éditions dont Culture et Racine, c'est un Anglais naturalisé américain, un grand monsieur, qui a prouvé que les Anglo-Saxons avaient financé, entre autres, Trotsky et ses copains pour dégager le tsarisme et mettre en place un bolchevisme virulent. Et en fait, vous avez eu, après 1917, deux courants bolcheviques. Le courant bolchevique national, matérialiste, qui était la branche Staline, puis la branche bolchevique internationale, d'essence messianique, spirituelle, avec Trotsky. Et vous avez eu une bagarre à mort. Trotsky voulait diffuser la révolution bolchevique à l'échelle mondiale et un sort de sacrifice humain mondial hyper sanglant. Et Staline, lui, voulait rester cantonné à un bolchevisme national et matérialisme, évidemment, ça c'est l'essence même du système, mais ne pas l'étendre d'un point de vue messianisme sacrificiel. Et la Providence a voulu que ce soit Staline qui gagne. Trotsky était financé par la City de Londres, Staline non. Et donc la défaite de Trotsky, ça a été, donc face à Staline, ça a été la défaite de la City de Londres. Et si la City de Londres a financé Hitler, c'est pas pour rien, c'était pour balancer Hitler dans les dents de Staline, pour abattre cette Russie qui n'entrait pas dans ce cadre mondialiste messianique. Alors que Staline, lui, faisait partie de ce milieu mondialiste matériel, débarrassé de cet esprit messianique. Et l'échec d'Hitler a fait que Staline a pu tenir la dragée haute en 1945 face aux Anglo-Saxons. C'est ça qu'il faut comprendre. Et le fait d'inaugurer la statue de Staline à Volgograd, autrefois Stalingrad, et tout ça évidemment avec l'accord de Poutine, c'est un message pour initier, pour dire que la Russie de Poutine ne veut pas se dissoudre dans un monde émietté, dans un cadre messianiste à la Trotsky-Bronstein, un messianisme sanglant, pour en fait garder ses billes. En fait, la Russie de Poutine veut garder ses intérêts dans un cadre national mondialiste, et non pas dans un cadre indifférencié. Et c'était le même projet pour Trump. Et j'ai apporté avec moi, pour appuyer mes dires, le fameux article que j'ai fait traduire, rédigé par Poutine, au mois d'octobre 2011, sorti dans la revue russe Izvestia. Je ne vais pas lire évidemment tout son article, mais je vais vous lire quelques extraits, parce qu'en fait, Poutine veut une gouvernance mondiale, ça il l'a dit en 2014 à Valda, il veut un nouvel ordre mondial, politique, économique, financier, juridique.
mais dans un monde multipolaire où les élites russes conservent des intérêts et où la Russie est un des piliers de cette gouvernance mondiale. Et donc dans la mise en place d'unions régionales. Vous avez l'Union européenne, il y a pour la Russie l'Union économique eurasienne, et qui doit devenir normalement, si ça va jusqu'au bout, à une Union eurasienne. Alors que dit Poutine dans son article de 2011 que j'ai fait traduire? Je vous lis quelques extraits. Une caractéristique fondamentale de l'union douanière et de l'espace économique commun est la présence de structures supranationales. Donc vous voyez, c'est un bloc qui va s'intégrer dans une gouvernance plus large. C'est pourquoi la Russie a présenté une proposition visant à créer un collège de la Commission de l'Union douanière avec la participation de représentants des États de la Troïka, à l'époque Russie, Biélorussie et Kazakhstan, qui travailleraient en tant que fonctionnaires internationaux indépendants. Nous ne nous inventons pas là et nous sommes fixés une tâche ambitieuse, atteindre le niveau d'intégration suivant, plus élevé, à savoir l'Union eurasienne. Tout d'abord, il ne s'agit pas de recréer l'URSS. Nous proposons le modèle d'une puissante association supranationale capable de devenir l'un des pôles du monde moderne et en même temps de jouer le rôle de lien efficace entre l'Europe et la dynamique région Asie-Pacifique. Donc un pôle russe, dans le cas de l'Union eurasienne supranationale, pesant lourd dans l'architecture en tant que pilier de la gouvernance mondiale, au même titre que vous avez l'Union européenne, etc., ou une Union nord-américaine. Et les élites anglo-saxonnes, enfin une faction, pas celle de Trump, refusent, ils veulent tout, tout briser. Un monde indifférencié, un peu comme ces films de science-fiction, comme Elyséum, vous avez un monde indifférencié, puis la super-élite qui vit dans un immense vaisseau spatial qui ressemble étrangement d'ailleurs à un pentagramme. Et c'est ça qu'il faut comprendre, ce sont ces bagarres. Et Trump rentrait dans cette catégorie-là, et Trump, en fait, a été celui qui se rattache à une branche du national-mondialisme, et ce n'est pas l'effet du hasard si dans son bureau, à la Maison-Blanche, vous aviez le portrait d'Andrew Jackson, qui a été président des États-Unis de 1829 à 1837, qui était maçon, était de la Grande Loge de Tennessee, je crois qu'il était presbytérien, je crois, mais enfin, il était franc-mac, donc idéologie mondialiste, mais Andrew Jackson, donc le père spirituel de Trump, voulait des intérêts américains respectés dans le mondialisme de l'époque, parce qu'à l'époque, la City de Londres voulait imposer une Fed avant l'heure qui aurait soumis le dollar et à la City de Londres. Et en fait, la chose n'a été acquise qu'en 1913. Et en tout cas, durant le vivant d'Andrew Jackson, la chose n'a pas pu se faire. On a essayé de 2 fois l'assassiner. Et sur sa tombe, il a demandé qu'on mette, et ça a été fait, j'ai tué la banque. Donc, pour dire qu'il était un peu... Bon, c'était un rude. Hein. Donc en fait, c'est ça. Vous avez 2 types de mondialisme. Vous avez le mondialisme national, dans une architecture gouvernance mondiale multipolaire, puis vous avez le monde unipolaire des Trump, des Biden, des Obama et des Bush. Et là, ça se bagarre. Et puis, dans ces bagarres internes, c'est un élément révélateur, vous avez ces factions juives, Lubavitch côté russe, qui s'opposent à des branches beaucoup plus libérales. Vous avez par exemple, en octobre ou novembre 2022, Trump qui a reçu le prix Theodor Herzl de la part de l'organisation sioniste américaine. Et dans son discours de remerciement, Trump remercie certes cette branche américaine sioniste, mais il fustige les Juifs qui ne soutiennent pas assez Israël et qui... Voilà, donc vous avez tout ça, ce sont des bagarres. Et pareil, dans le monde russe, vous avez des bagarres, vous avez des factions juives, les Lubavitch en l'occurrence avec Ber el-Azhar qui soutiennent donc Poutine, puis d'autres qui refusent. Puis entre les deux, il y a ceux qui retournent leur veste, qui jouent double jeu. Voilà. Mais je pense pour l'Union eurasienne qui se met en place, un élément révélateur, vous avez un personnage clé qui joue un rôle très important avec un grand représentant du monde orthodoxe qui s'appelle Konstantin Malofeyev, qui dirige une chaîne de télévision qui s'appelle Tsargrad. Vous avez ce russe qui s'appelle Sergueï Gladziev, et qui, lui, elle a été ministre de l'économie au temps de Delcine,
Et il a été, entre 2012-2019, le conseiller économique pour les affaires du bloc eurasien pour Poutine. Et depuis 2021, il fait partie du groupe chargé de la mise en place de l'Union eurasienne. Vous voyez? Et tout ça en liaison avec Dugin. Dugin qui fait partie aussi du groupe. Donc vous voyez, c'est un milieu très, très entremêlé. Entremêlés qui finalement s'opposent en même temps. Enfin, Oui. c'est un peu. Oui. En fait, la bagarre a été déclarée en 2007 quand Poutine, son fameux discours à Munich, à la Wehrkunde, a dit qu'il s'opposait au monde unipolaire. Il veut un monde multipolaire avec une spiritualité qui est liée à la tradition primordiale, c'est-à-dire une spiritualité la tradition primordiale, en gros, c'est on part d'un concept commun, de valeurs classiques, et les religions qui sont nées de ce socle commun, islam, christianisme, etc., ou lien philosophique, bouddhisme, en fait, ne diffèrent que sur la forme et pas sur le fond. Mais la tradition primordiale est foncièrement opposée en fait, à la révélation parce qu'elle rejette deux choses, elle rejette l'incarnation et le péché originel. Donc en fait, Poutine fait partie de cette branche liée à ce milieu-là, tradition primordiale, avec des respects de certaines valeurs, mais sur un fond anti-chrétien. Vous savez, un élément révélateur, vous allez sur le site du Kremlin, en russe et en anglais, et pour ceux qui veulent voir ça en anglais, vous allez voir, alors je crois la date c'est 22 novembre 2022, je peux me tromper de quelques jours, mais je crois que c'est par là, 22 novembre 2022, Vladimir Poutine, à Moscou, a inauguré la statue de Fidel Castro, chef d'État à l'origine communiste, c'est-à-dire par définition antichrétien. Et quand Poutine a inauguré cette statue, c'était en présence du président cubain. Donc, vous voyez, c'est ce côté... tout ça, c'est un monde flou. Oui, flou. Flou. Mais j'insiste dans cette gouvernance mondiale, avec ses oppositions internes, le côté spirituel dévoyé. Et il y a, pour faire comprendre ça, alors, il y a des éléments qui peuvent choquer, mais je vais quand même balancer le truc. Je vais vous donner la référence. Vous avez le journal Le Guardian, donc journal ô combien respectable de la pensée actuelle, style Le Monde. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Avec ça, on ne fait pas peur. Bon, vous avez un article du Guardian de 2004. Juillet 2004, l'auteur s'appelle Tim Cummings, C-U-2-M-I-N-G-S. Le titre, c'est Beyond Belief, littéralement au-delà de la croyance. Alors, pour permettre aux personnes de retrouver l'article, c'est Beyond, B-E-Y-O-N-D, Belief, croyance, B-E-L-I-E-F. Voilà, bon, j'ai donné la référence. Et l'article est passionnant parce qu'il montre la marque ésotérique, spirituelle et nauséabonde de ces milieux-là, puisqu'il révèle, et je précise que si cet article a pu sortir, c'est que les autorités suprêmes du Guardian avaient les preuves, donc l'article est sorti. Il révèle, cet article, que lorsqu'au mois de mai 1941, Rudolf Hess, qui était le dauphin d'Hitler, est allé en Angleterre, enfin il a sauté d'un avion en parachute pour pouvoir discuter avec Churchill, eh bien l'article révèle que un des représentants des services secrets anglais, qui s'appelait Ian Fleming, celui qui est à l'origine des films James Bond, a choisi comme premier interrogatoire pour Rudolf Hess un sataniste plongé dans l'occultisme, Aleister Crowley. C'est Aleister Crowley. Et l'article continue que le fameux V de la victoire de Churchill, c'est Crowley qui lui a proposé ce geste-là. Et ça va très loin, et ça va même dans des directions absolument sidérantes, puisqu'on apprend toujours dans cet article qu'une des personnes qui était chargée du programme spatial américain, qui s'appelait Jack Parsons, était à l'origine un disciple de Crowley. Vous vous rendez compte, le programme spatial américain. Et qu'un des collaborateurs de ce Jack Parsons s'appelait, ou s'appelle toujours, il n'est pas mort, je crois, Ron Hubbard, celui qui est à l'origine de la création de la scientologie. On trouve entre autres Tom Cruise. Donc vous voyez, et toujours cet article précise que ce
celui qui a vraiment lancé l'idée du bouddhisme tibétain, etc., c'est un Anglais qui s'appelait, dans les années 50-60, c'est un Anglais qui s'appelait Gerald York, qui auparavant était secrétaire de Crowley. Donc vous voyez, cette diffusion occultiste, gnose, voilà. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que vous pouvez avoir des informations supplémentaires bien plus vastes en regardant une vidéo que j'ai faite avec un Canadien qui s'appelle David Livingstone, et dans le cadre d'Hubris. Donc vous tapez en fait Hubris, David Livingstone, Pierre Hillard, vous aurez des informations bien plus larges, bien plus précises, donc pour vous montrer que ce milieu-là est imprégné. Et je crois, je ne sais plus si je l'ai dit, mais dans ce milieu, je parlais de Dugin, il y a cette fameuse réunion dans le cadre de Nexus, l'Institut Nexus de 2017, où vous avez parmi les participants Dominique de Villepin. 2017, vous avez Anthony Blinken, qui est l'actuel secrétaire d'État, enfin ministre des Affaires étrangères du gouvernement Biden, et vous avez aussi Dugin. Et Dugin dit à un de ses interlocuteurs, qui s'appelle Léon Wieseltier, la Kabbale est la plus grande construction de l'esprit humain. Et Léon Wieseltier lui répond, mon ami, j'ai étudié moi-même la Kabbale en hébreu. Et Dugin lui répond, j'ai fait la même chose, moi pareil, as well as myself. Voilà. Donc vous voyez, comme c'est intéressant de voir de telles discussions, d'abord le fait que Dugin, qui est lié à Julius Evola, René Guénon et compagnie, très bien sont primordiales, tous ces milieux-là discutent de sujets avec un Anthony Blinken, un Dominique Villepin. Oui. Vous voyez, donc tout ça, vous avez ça dans la vidéo de Hubris, je vous dis, Pierre Hillard, David Livingstone. Que nous ne manquerons pas de regarder du coup. Oui, alors les vidéos fait 8h30. D'accord, ah oui, donc mais, en plusieurs fois alors. Voilà, plusieurs fois. Et ça. À chaque fois, vous avez en arrière-fond soit des vidéos, soit des photos, soit des textes pour tout authentifier. Est sourcé. Oui, tout à fait. D'ailleurs, je citais tout à l'heure la fameuse truc de Dugin avec les croix qui tournent. Ah oui, je ne sais pas si je l'ai dit. Alors non, pas pendant l'interview, mais vous pouvez le... Oui, je ne peux pas vous le dire. C'est qu'entre autres, vous avez ce passage où vous avez, je crois que c'est en 1995, à Moscou, des croix avec des hommes attachés, et puis des hommes et des femmes qui tournent autour, un truc bien glauque, et ces croix qui tournent façon aile de moulin, et puis à côté, vous avez Dugin qui récite, je crois que c'est un texte de Crowley, c'est sûr, qui s'appelle Hararita, je crois, qui prône la magie du chaos. Voilà. Bon, on va rester dans les choses un peu bien glauques. Hein. Et je ne sais pas si vous vous rappelez le cours de Christine Lagarde sur la numérologie en 2014. En lien avec est-ce que vous pensez que ça a un lien avec le texte religieux sur les 7 années d'abondance et les 7 années de disette? On remarque qu'en 2014 et en 2021, il y a une grande période de prospérité et qu'à partir de 2021, on rentre dans une récession. Oui, effectivement, c'est quand même curieux. Elle présentait ses vœux en 2014 et elle parlait de l'importance du chiffre 7. Alors, par exemple, elle dit 2014, vous enlevez 0, 2, 1 et 4, ça fait 7. Oui, enfin bref, rien à faire dans un discours. Oui, le truc, heureusement que la vidéo existe parce qu'on est tellement sidéré qu'on se dit, bon. Et en fait, on en revient toujours à la même histoire. J'ai une formule pour ça, le fond de l'histoire est religieux. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que il ne faut pas s'exciter sur le droit, l'armée, la finance, l'énergie. Attention, je précise, ce sont des sujets évidemment extrêmement importants, mais ce ne sont que des outils. Voilà, quelqu'un porte une arme, tout le monde va regarder l'arme, va dire quel type d'arme, d'accord, mais moi ce qui m'intéresse, c'est l'homme qui porte l'arme. Qui est-il? D'où vient-il? Et qu'est-ce qu'il veut en faire? En sachant que l'arme n'est qu'un outil pour quelque chose qui est dans son crâne. Et bien là, c'est pareil. Ces gens-là utilisent une numérologie, entre autres, dans cette volonté de mettre en place une gouvernance mondiale. Je vous dis, Christine Lagarde n'est qu'un outil dans cette histoire. D'ailleurs, je rajoute que Christine Lagarde fait partie du comité directeur du Forum de Davos. J'ai mis dans mon bouquin des origines, donc aux éditions Culture et Racines, toutes les photos du comité directeur de Davos, et vous avez entre autres les représentants de BlackRock, avec Larry,
Jenkins, j'ai plus son nom en terme. Larry Fink, peut-être. Larry Fink, voilà. Et vous avez aussi McCartney qui auparavant dirigeait la Banque d'Angleterre et qui, lors d'une réunion des différentes banques centrales, Fed, Banque d'Angleterre, etc., à Jackson Hole aux États-Unis, je crois que c'est dans l'État du Wyoming, avait parlé en août 2019 de la chute du dollar et que cela ne se ferait pas sans heurts pour mettre en place, je cite, une monnaie synthétique hégémonique. Et tout ça, ça aussi c'est un outil. Mais tout ça, ça baigne d'une forme d'ésotérisme. Et Christine Lagarde, avec son chiffre 7, c'est comme le 007 de Ian Fleming, qui, en fait, dans James Bond, s'appuie sur le 007 qu'utilisait le diplomate et occultiste John Dee au service de la reine Élisabeth Ier au XVIe siècle, la fille d'Henri VIII, puisqu'il fournissait des documents avec l'inscription 007, 00 uniquement la reine, ses yeux, et le chiffre 7 pour idée de totalité. Et pour savoir, je précise aussi que le fils de John Dee, Arthur Dee, a été pendant 14 ans le médecin personnel et conseiller occultiste du premier tsar Romanov, Michel Ier. Ah oui. Pour vous dire comme ce qui se passe actuellement en Russie, le monde occultiste anglais, enfin anglo-saxon, je veux parler d'Aleister Crowley entre autres, a joué un rôle épouvantable, destructeur, avilissant. Bon, évidemment, il y a eu des relais en France, des relais en Allemagne, des relais en Russie, dans tous les pays du monde. Mais la maison mère, c'est l'Angleterre. Et lorsque la reine d'Angleterre est morte, Élisabeth II, le 8 septembre, je crois, et bien comme par hasard, la franc-maçonnerie anglaise a rendu hommage à la Queen, à la reine. Il est vrai que son cousin est le patron, c'est le duc de Kent, je crois, est le patron de la franc-maçonnerie anglaise. On reste en famille. On reste en famille. Voilà. Alors, c'est ça la famille mondialiste. Voilà, oui, c'est ça, c'est tout à fait. Et alors, elle est grande, la famille. Hein. Ah oui, oui. Et alors, nous, à notre petit niveau, là, c'est compliqué quand même, hein, à part d'être éveillé, conscient, et merci d'ailleurs de nous faire partager toutes vos connaissances, hein, c'est vraiment très intéressant. Mais bon, vous dites que grâce à leurs disputes internes, hein, on a bien vu hein, que ces factions finalement s'opposent tout à fait. Grâce à leurs disputes internes, nous avons une chance, nous le peuple, de les renverser. Or, on le voit bien hein, auprès de nos proches, amis ou autres, hein, il y a des désaccords majeurs qui existent au sein même de la dissidence. On le voit aussi auprès de nos abonnés hein, sur notre canal Telegram Street Reporters. Il y a des débats pro, anti-Trump, pro, anti-Poutine, pro ou anti-Elon Musk. Voilà, c'est quand même compliqué de fédérer tout le monde. Alors, déjà, il faut se former. Ensuite, je demande aux personnes, quand on veut comprendre quelque chose, il ne faut pas le comprendre parce que moi je veux, c'est comprendre comment l'autre résonne. Donc il faut aller vers l'autre. Et quand l'autre apporte des informations sourcées, irréprochables, qui sont en contradiction avec celles qu'on avait, qui étaient mauvaises, eh bien l'orgueil prend un coup, mais on se débarrasse de ces idées mauvaises, on les met à la poubelle, et puis on adhère. Alors quand je dis on adhère aux informations, quelquefois de l'ennemi, non pas pour la prouver, ça va de soi, mais on adhère, j'allais dire, à l'information de l'autre, qui oblige à raisonner différemment. Mais on voit tout. La phrase de Jean de La Fontaine, l'homme est de feu au mensonge, mais de glace à la vérité. Donc je demande aux personnes de ne pas se voiler la face. Mais en guise de conclusion, je dirais qu'il faut se former, mais sauf rationalité extraordinaire, saisissant les dirigeants actuels, russes, américains, surtout anglo-saxons, normalement, on file vers la guerre. Il y a un krach financier qui est en cours, le coût du dollar qui doit dégager, pétrodollar, etc. Vous avez les BRIC aussi, on aurait pu en parler, les BRIC, donc Brésil, Russie, Chine, Afrique du Sud et Inde, qui veulent mettre en place des monnaies. Bon, en fait, sauf rationalité, on file vers la guerre. Et ça rentre aussi dans cette guerre dans le cadre d'un sacrifice humain. Et c'est triste à dire, mais je crois, et je m'en passerai, c'est que les gens ne comprendront que dans le malheur, la faim, la peur, et que c'est la seule méthode pour secouer l'apathie.
Oui, mais est-ce que c'est pas aussi, on l'a Hélas. vu, hein, la peur, c'est aussi un outil de manipulation des masses. Oui. Est-ce que Ah c'est oui. pas aussi Vous à connaissez la double phrase, tranchant? la phrase du diplomate français Charles-Maurice de Talleyrand, agiter le peuple avant de s'en servir, le principe de l'orangina. Eh bien, c'est vrai, mais je crois que le chaos qui va arriver sera tel que plus rien n'aura de, enfin, plus personne n'aura de contrôle. Ça sera une lutte pour la vie. Mais les gens, c'est ça qui est terrible, c'est que les gens ne peuvent comprendre que dans le malheur. Il y a quelques semaines de ça, il y a eu je crois que c'est la guerre du Nord, un type, un fou furieux, qui a commencé à poignarder les gens. Et je connais une personne dont la fille était présente et qui a eu très peur, on la comprend. Et cette jeune femme, face à ce coup dur, à cette violence, a compris que le monde n'était pas si rose bonbon. Et malheureusement, il faut que ces événements s'amplifient pour que la masse comprenne. Lorsqu'on a faim, on raisonne vite. Lorsqu'on a froid, quand il y a la menace, on mûrit. Et puis à ceux qui ne voudront pas comprendre, eh bien, la nature, grâce à ce qu'on appelle la sélection naturelle, ils dégageront. Et après tout, c'est eux qui nous font plonger dans il y a une masse tellement importante de gens amorphes qui bloquent le renouveau. C'est-à-dire que les quelques personnes qui ont saisi l'origine de nos mots, ils sont quand même minoritaires. Le jour où la masse comprendra, eh bien là, nos ennemis, eh bien Klaus Schwab, il faudra qu'il court le 100 mètres Vite. Rapide. Voilà. Mais pour le moment, même s'il y a des zizanies entre les factions, on est quand même dans la marmite, comme je dis, avec les grumeaux. Il y a différents types de grumeaux, mais on est tous dans la marmite. Voilà. Il faut malheureusement des événements douloureux, violents. Il faut que le système dans lequel on vit explose. C'est triste à dire, et après avec les conséquences douloureuses, que même les gens courageux, certains disparaîtront à cause des autres. Bon, c'était le mot de la fin, Pierre Hillard? La roue tourne. La roue tourne, eh ben on l'espère. En tout cas, merci Merci de m'avoir allez, invité. 1 heure pile que nous avons passée là là. ensemble, c'est magnifique. Merci, vous avez été synthétique, vous avez été très clair, vous nous avez donné plein de sources pour pouvoir aussi... Vous êtes sûr? Ah oui, jamais. absolument. C'est le complotisme, j'invente Si, tout. Non, c'était parfait d'accord. et ça nous permet d'avoir à nous aussi des éléments complémentaires pour comprendre un peu ce qui se passe et ce qui nous entoure. Et merci de votre participation à tout cela. Et je rappelle à toutes les personnes qui nous écoutent et qui nous regardent que vous pouvez suivre l'actualité également sur notre canal Telegram Street Reporters. Et pour ceux qui souhaitent en savoir un peu plus sur tous les sujets que nous venons d'aborder, je vous rappelle que le livre de Pierre Hillard est disponible et qui s'appelle donc Des origines du mondialisme à la grande réinitialisation aux éditions Racines et Culture. Culture et Racines. Culture et Racines, voilà, parfait. Merci de rectifier. Merci. Merci à vous, Pierre Hillard. Au revoir à tous.